suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Karine, bonjour Olivier, Olivier aussi. Je vois que c'est en train de se connecter doucement. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet de marque, notamment le sujet de pourquoi et comment bâtir une marque forte quand on est fabricant. Et donc je suis ravie d'animer ce sujet qui est une thématique qui m'est très chère et qui a vraiment beaucoup de sens pour moi. Bonjour Karine, Guiraud, alors je pense que je vous... excusez-moi si j'écorche les noms, mais parfois, ce n'est pas les prénoms qui s'affichent. Alors, l'idée pour moi de ce webinaire, c'est vraiment que vous en ressortiez avec une vraie valeur. Donc, l'idée, c'est aussi que vous arrivez avec une problématique en général. Si vous vous inscrivez là, c'est pour une raison claire. Donc, pour moi, vraiment, mon enjeu, c'est que vous en sortiez avec de la valeur. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous proposer de répondre, je vais vous demander même de répondre à 3 questions, idéalement en mettant bien Q1, Q2, Q3 pour que j'ai une bonne visibilité sur vos réponses et une bonne compréhension de vos réponses. Première question, dans quel domaine êtes-vous et qu'est-ce que vous commercialisez? Puisqu'évidemment, ça va me servir pour vous apporter des vraies réponses. Question numéro 2, aujourd'hui, quel est votre objectif numéro 1 concernant votre marque? Qu'est-ce qui vous pose problème? Bonjour Fawen. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui et quel est votre objectif numéro 1? Est-ce que c'est de développer une image cohérente? Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est vendre plus? Quel est l'objectif numéro 1 pour vous en 2026? Et question 3, s'il vous plaît, dans le chat, alors je ne l'ai pas dit, le petit chat est en bas à droite de votre écran normalement. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si tout le monde m'entend bien et me voit bien. Normalement, ça devrait fonctionner. En tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne bien de mon côté. Bonjour Mailing, ravie de te voir. Bonjour Mathieu. Donc voilà, vous avez le petit chat en bas à droite. Donc répondez à ces 3 questions, s'il vous plaît. Question donc 1, dans quel domaine êtes-vous et que commercialisez-vous? Question 2, quel est votre objectif numéro 1 aujourd'hui concernant votre marque? Ou qu'est-ce que vous venez particulièrement chercher ici comme réponse dans ce webinaire pour que je puisse vous apporter des réponses au fur et à mesure de notre échange? Et question 3, quel est votre plus grand obstacle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Donc voilà, on va se prendre 2 petites minutes, le temps que vous notiez tout ça dans le chat et merci d'avance pour vos participations actives. Donc super, Olivier, prestation de service, très bien, très clair. Quel type de prestation de service et du conseil? OK. Guiraud, je suis mentor, délégué au CRA. Ah bah c'est Marie-Pascale, mais voilà, je me disais bien que j'avais le nom de famille. Olivier, Q1 cosmétique, forte concurrence, se démarquer, émerger dans la masse de référence. Bah, c'est vraiment le sujet, hein, on va travailler ça aujourd'hui. Et peu de différenciation produit. Bah, c'est aussi vraiment l'enjeu derrière. Merci pour ces premiers éléments. Owen, Mathieu, Mailing, même si je sais un petit peu, n'hésitez pas à noter dans le chat pour que je puisse vraiment bien comprendre vos problématiques et y répondre du mieux possible. Donc l'enjeu ici, aujourd'hui, on est vraiment sur le sujet de bâtir cette marque forte quand on est fabricant ou quand on est dans un domaine qui commercialise des produits. C'est essentiellement le sujet. Pour ceux qui sont dans la prestation de service, vous verrez que vous y trouverez des méthodes qui s'appliquent aussi à la prestation de service, même si là, on parle vraiment du sujet commercialisation et fabrication de produits et commercialisation. Donc Olivier, question 2, que porte la marque par rapport à la compétence? Faut-il investir dans la communication sur la marque? Et ben voilà, vous me faites une super transition. Merci, merci Olivier.
Pendant que vous finissez de noter vos problématiques et vos enjeux, je vais avancer, puis on va y revenir, rapidement. Donc moi, rapidement, mon parcours, donc moi j'ai travaillé, je suis issue d'un parcours, marketing, on va dire, marketing haut de gamme, et design. J'ai travaillé pendant 7 ans pour une manufacture française qui s'appelle Émile Henry, qui est une belle EPV de 200 personnes en Bourgogne, qui à l'époque était vraiment dans une situation de on a un savoir-faire, on crée des produits, on peut aller dans n'importe quel domaine parce que finalement on a un savoir-faire, on peut faire plein de choses, à, on devient une vraie marque qui a sa propre communauté, ses propres clients et qui va, pouvoir se développer comme ça. Le grand changement pour Émile Henry, ça a été de dépendre au démarrage de quelques clients, d'être peu connu et donc d'être toujours en situation de fragilité, jusqu'au jour où où on a décidé d'investir sur la marque fortement et de passer d'une identité qui était très portée, sur le fabricant. Je suis fabricant, je, je peux fabriquer, plein de choses différentes, à je deviens une vraie marque, j'ai un univers produit, j'ai un univers de marque et j'ai des clients en direct qui vont me suivre et aimer ma marque pour ça. Donc ça m'a amené au bout de 7 ans à fonder, donc il y a 10 ans, 11 ans même pour être, transparente, le studio La Racine, qui est une agence, de design global qui accompagne dans la stratégie et dans le design des industriels et des manufactures, autant sur des sujets B2B et B2C. Et aujourd'hui, c'est à peu près 150 marques, maisons accompagnées et on a un réseau aussi qui s'appelle La Source Française, qui est un réseau de fabricants, en France, parce qu'on est assez investi dans ces sujets, même très investi dans tous ces sujets de fabrication locale et de réseaux locaux et donc on a ce grand réseau de La Source Française qui compte aujourd'hui plus de 1 500, fabricants en France. Donc voilà, quand je parle d'Émile Henry, ça a été vraiment ce grand changement je passe d'une marque, qui, finalement était simplement un nom. C'était un nom d'entreprise, Émile Henry à l'époque, avec, un logo, mais qui était, très peu vu, très peu connu, à des produits qui étaient assez anonymes et puis clairement, bah, la délo la mondialisation, se faisant s'intensifiant dès les années 2000, en fait, la marque avait vraiment besoin de travailler un univers beaucoup plus singulier. Ça ne suffisait plus clairement de travailler juste des bols ou des plats, trop simples, à aujourd'hui un univers de marque beaucoup plus singulier, à une image qui est toujours en lien avec leur ADN, hein, puisque enfin, ça, c'est vraiment un de mes partis pris et un de nos partis pris, puisqu'on est une dizaine de personnes à La Racine. C'est un de nos partis pris, nous, au sein du studio. C'est une marque juste, elle part de vos racines, hein, d'où le nom. Elle part de vos racines, de votre histoire, de votre ADN, ou en tout cas de l'ADN de l'entreprise. Et c'est ça qu'on va venir extrapoler, c'est ça qu'on va venir valoriser dans une marque qui a du sens et qui va justement avoir cette authenticité, cette sincérité qui est aujourd'hui par le client final. N'hésitez pas aussi à mettre des petites questions si vous en avez, puis on pourra revenir dessus au fur et à mesure de la présentation. Donc Émile Henry, c'est un gros changement. Je prends l'exemple souvent de ce bol-là, mais qui est simplement pour montrer comment on peut aussi amener de la valeur ajoutée dans le produit, même si ce n'est pas l'enjeu de notre webinaire aujourd'hui. On passe d'un bol qui était un bol, on va dire, classique de petit déjeuner à ici, vous voyez, une coupe de conservation qui est un produit assez simple, hein. D'un point de vue fabricant, c'est un bol et un couvercle, mais pour le client final, c'est une coupe de conservation qui permet de bien prolonger la durée de vie de l'ail, l'oignon, pomme de terre dans la partie basse parce que c'est dans l'obscurité avec des petits trous pour que ce soit parfaitement, en bonne condition et que les aliments durent plus longtemps. Et une partie haute pour les fruits, qui va justement permettre aux moucherons de ne pas être attirés parce qu'ils détestent le liège. Tout ça pour vous dire simplement que l'enjeu d'une marque forte, c'est évidemment un univers de marque qui est clair, mais des produits qui sont aussi différenciants et que clairement ce bol qui est aujourd'hui fabriqué en France a du mal, enfin en fait ils le vendent même plus à 15 € prix public, clairement ils le vendaient plus, enfin ils étaient en train de perdre leur savoir-faire.
le savoir-faire de faire des produits ronds. Là, clairement, en fait, c'est devenu un best-seller, la coupe de conservation et c'est un produit qui est vendu, il me semble 119 ou 120 € prix public. Ils arrivent pas à en fabriquer assez pour répondre à la demande. Donc c'est vraiment un enjeu de perception, la stratégie de marque et on va pouvoir, rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc comme je le disais, donc là, c'est vraiment notre enjeu à la racine, c'est il n'y a aucune marque qui n'a de la valeur si elle n'est pas, proche de ses racines, de son ADN et qu'elle essaye de ressembler à une autre, ça ne fonctionne pas. L'enjeu, c'est vraiment d'aller chercher au fond, qu'est-ce qui a de la valeur, votre ADN profond et votre singularité profonde pour la révéler, dans son univers et son paysage concurrentiel. Donc on va rentrer, aujourd'hui rapidement dans le sujet avec des grandes déconstructions peut-être, pour certains de croyances. La première, qui est très importante, c'est de se dire qu'un fabricant qui ne construit pas sa marque ne vend pas ses produits. Il vend du temps de main-d'œuvre et ça, c'est vraiment un point qui est central parce que si on n'investit pas justement sur la marque, sur un univers, sur son univers, sur ses éléments de différenciation, sur ce qui fait sa singularité, au final, vous allez vendre des produits que d'autres peuvent faire et sûrement moins chers que vous. Parce que clairement, en général, quand on est en France, on est rarement les moins chers et il y aura toujours moins cher que soi. Donc la marque, c'est un outil qui peut être travaillé de manière très juste, très authentique pour refléter un ADN sincère, mais qui est extrêmement important pour donner de la valeur. Et sans ça, vous allez être toujours dans une bataille des prix continue et on va toujours vous demander d'acheter vos produits moins chers. Donc clairement, un fabricant qui ne construit pas sa marque aujourd'hui, il ne va pas vendre ses produits. Il vend vraiment du temps de main-d'œuvre et ça, en fait, il y a des il y a des règles sur le marché, vous avez les coûts horaires et là, vous aurez vraiment du mal à valoriser vos produits. Donc clairement, la question, c'est pas est-ce qu'on a, les moyens de construire une marque, mais c'est, est-ce qu'on a les moyens de pas le faire et d'être noyé dans cette guerre des prix, ou dans cette non-différenciation et d'être toujours tiré vers le bas alors qu'on a des bons produits. Pour, beaucoup enfin moi j'ai accompagné plus d'une centaine de fabricants, qui en général ont toujours envie de faire les choses bien. On est dans des réalités de bon sens, on est dans des choix qui sont justes et l'envie de vendre des produits qui sont bien faits, mais ça ne suffit pas aujourd'hui clairement, pour vendre un produit qui va être bien, commercialisé derrière et pour en faire un succès commercial. Donc on va regarder aujourd'hui 3 secrets, 3 clés, on va dire, 3 clés d'une marque de fabricant, réussie. La première clé, c'est clairement que bâtir une marque forte, ça ne coûte pas forcément ce que vous croyez. On imagine tout de suite: «Waouh, les investissements, c'est énorme, on pourra pas le faire». Il y a vraiment on va même parler d'investissement, qu'est-ce que ça peut représenter? Mais aussi de se dire: «Qu'est-ce que ça coûte de ne pas le faire?» La deuxième clé, clairement, pourquoi votre première tentative a échoué ou quelles peuvent être des croyances clairement limitantes qui, aujourd'hui, doivent tomber pour que vous puissiez réussir à vendre vos produits, surtout si ce sont de bons produits. Et puis la troisième, clairement, ce que vous savez faire, vos produits, votre fabrication, c'est votre force, mais c'est pas en soi une stratégie de marque et on va voir que tout faire en interne, c'est rarement une bonne idée. Donc clé numéro 1, bâtir une marque forte ne coûte pas ce que vous croyez. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est important, parce que moi je l'entends souvent. On l'a pas fait parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire ou parce qu'on pensait qu'on pouvait le faire nous, ça on en parlera après, mais clairement on n'a pas les moyens de le faire. OK, mais est-ce que vous avez les moyens de ne pas avoir de marque aujourd'hui? Et moi, enfin, ça me brise le cœur à chaque fois que je vois une entreprise, des fabricants, une manufacture qui dit: «On a essayé de lancer notre marque propre, mais ça on a mis beaucoup d'investissements, de machines, de personnel, de personnes pour imaginer, des choses, mais en fait, on n'a pas réussi à le faire. Pourquoi? Parce que clairement, on va le voir, ça n'a pas été fait dans le bon sens, on va le voir juste après, mais aussi clairement parce qu'en fait,
avoir une marque, c'est pas simplement avoir des produits et avoir une marque, c'est pas juste le nom qu'on vient, coller sous un produit ou sur un logo. C'est vraiment construire un univers. C'est un outil qui vous permet de transmettre des valeurs et de transmettre un univers qui est très fort à votre client. Donc la marque, c'est vraiment ça, c'est quand vous construisez une marque, vous construisez un actif stratégique de l'entreprise, hein. Quand on revend une entreprise, on donne une valeur à la marque en fonction de, ce qu'elle représente, de sa notoriété, de sa singularité. Un nom de marque peut se vendre et parfois même très cher parce qu'elle incarne un univers, des valeurs et elle incarne vraiment, une singularité qui vous est propre. Et aujourd'hui, avec notamment la vente, qui s'est déployée énormément sur le web, mais pas seulement, hein, puisque beaucoup d'entre vous, vendent sûrement en point de vente aussi. On n'a pas le choix, d'avoir une marque avec un univers fort, parce que vos clients, ils passent leur temps à faire, LinkedIn, Instagram, point de vente, tout ce qui est online et offline est très mélangé et l'univers, il est, vraiment nécessaire. Encore une fois, n'hésitez pas à noter des petites questions si jamais vous en avez. Donc qu'est-ce que coûte l'absence de la marque? Bah, clairement, si j'ai pas de marque forte, on s'entend et ça veut dire pas juste un nom, c'est vraiment un univers de marque, bah, mes prix vont toujours être tirés vers le bas et clairement comme on l'a vu, hein, moi je l'ai vécu, de plein fouet, chez Émile Henry. Quand vous avez IKEA qui vend un bol, 2 € et que vous, votre bol, bah, il ressemble quand même de pas très loin au bol d'IKEA et qu'il en coûte 15, c'est très difficile enfin, c'est même quasiment impossible, de vendre s'il y a pas une appétence très forte de la marque derrière. Donc les prix tirés vers le bas par la concurrence internationale, une dépendance qui à quelques donneurs d'ordre, hein, qui vont dicter des conditions, notamment si vous êtes que en B2B par exemple aujourd'hui, vous pouvez être dans cette situation-là de dépendre de ces donneurs d'ordre et aujourd'hui, on est encore dans des vagues parfois de délocalisation. L'entreprise est vraiment en difficulté si, vous avez pas, une myriade de clients qui, assurent une sécurité, de manière plus forte à l'entreprise. Un troisième point, c'est clairement, d'être indifférencié. Donc si on n'a pas travaillé justement cet univers de marque qui va se répercute évidemment sur le produit, heu, comment on justifie un prix premium? Le prix premium, il est clairement justifié par une fabrication locale, mais pour votre client final, est-ce que ça suffit? Non. La réponse, elle est claire, c'est ça ne suffit pas. Donc comment je n'ai pas d'autre choix que de travailler cette marque-là pour venir amener une valeur perçue et on parle beaucoup de valeur perçue, importante pour aller en finir avec ces discussions autour du prix. Et donc mes marges, si je ne travaille pas cette marque-là, mes marges sont clairement compressées, et j'ai pas de levier pour les améliorer. Et donc au final, on se retrouve dans un goulot d'étranglement, infernal, et on se dit: «Bah, créer une marque, c'est trop compliqué pour nous, ça fonctionne pas, ou on n'y arrivera pas». L'idée, c'est vraiment d'y aller, de manière, mesurée, de manière très claire, de manière, étape par étape, pour que justement derrière, vous installiez des fondations qui soient très fortes. Alors, hop, voilà, je suis bien là. Donc, ce que ça va vous apporter derrière, d'avoir cette marque forte et de la mettre en place, c'est de l'indépendance. Donc je dépends moins des donneurs d'ordre, j'ai beaucoup plus de résilience. C'est, plus de marge, une intégration verticale, donc c'est-à-dire que vous devenez et fabricant et marque, clairement vous conservez plus de marge pour vous. C'est un lien direct. Souvent, moi je l'ai vu et c'était notre cas chez Émile Henry, il y a très longtemps, on connaissait assez mal nos clients parce qu'il y avait trop d'intermédiaires entre le client final et le fabricant. Quand on a sa propre marque, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on va commencer à avoir des vrais retours terrain. Donc ça nous permet d'innover plus rapidement, ça nous permet d'avoir une vraie compréhension des besoins de nos clients et ça, c'est une vraie clé qui est très importante pour, être, toujours dans l'air du temps, être toujours proche de notre communauté. Évidemment, pour les équipes, quand on est fabricant, c'est une fierté pour le produit de faire un produit qui est signé par l'entreprise, et qui, justement, va permettre, une vraie mobilisation collective, hein. C'est vos équipes qui sont mobilisées derrière un produit
Et enfin, la production, au niveau de la production, avoir sa propre marque, ça permet aussi de remplir des creux, parce que clairement la vie d'une usine, hein, c'est une vie qui est, cyclique et on a des temps forts et des moments où vous avez clairement des creux et donc ça permet derrière, à la fin, une vraie meilleure rentabilité de l'atelier. Alors, qu'est-ce que ça coûte vraiment les grandes enveloppes? Parce que c'est important de aussi se dire de quoi on parle et là, je vous dis ça, évidemment, moi j'ai une connaissance de ça en tant que studio, mais aussi une vision un peu globale de tout ce qui se fait, chez mes confrères et des différentes manières possibles de le faire. Hem, au démarrage, vous allez toujours avoir un travail de diagnostic et de branding. C'est-à-dire, on ne commence pas à définir un logo avant de savoir exactement quel est le bon positionnement, avec quel univers on va y aller, comment qu'est-ce qui va nous singulariser sur ce marché et tout ça, c'est une étape qui, bah, en fait, vous voyez, c'est quasiment la plus grosse étape parce qu'elle est super stratégique. C'est vraiment toute la partie stratégie de marque qui est vraiment importante. Donc voilà, on va être en fonction des secteurs, en fonction de si votre marque elle est uniquement B2B ou B2B, B2C, ça va changer évidemment le périmètre, mais vous avez une première enveloppe de départ qui est hyper importante ici. On a ensuite l'univers visuel. L'univers visuel, c'est, tout ce qui va être, on va dire la direction artistique, de la marque, mais là je parle de son image. Poser une direction artistique, ça c'est souvent ce qui n'est pas fait, hein. Moi je le vois dans des marques, de fabricants qui ont été lancées, parce qu'on avait des produits, quelque part à vendre. Mais, cette étape-là, elle est ultra importante et elle ne peut venir qu'en deuxième étape, à l'issue d'un diagnostic très clair qui a été posé et d'un branding qui a été clairement défini. Donc ça, c'est vraiment un point qui c'est un sans ça, déjà la marque n'a pas d'univers. Troisième point, c'est comment j'aligne les produits, la direction artistique des produits avec cet univers de marque. Donc peut-être que vous avez déjà des produits qui sont existants et là, on vous dites: «Bah, en fait, il y a d'un côté le produit qui vit sa vie et de l'autre côté la marque qui vit la sienne». Ça, c'est pas possible parce que en fait, on perd en cohérence, on perd en alignement et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, le client, il perçoit pas le message immédiat de la marque. Donc là, il y a un vraiment travail sur ce qu'on appelle des codes identitaires. J'avais fait un webinaire il y a pas longtemps sur ce sujet-là. Les codes identitaires de la marque, le design language, c'est comment je viens transcrire un univers de marque dans des codes sur le produit qui sont très clairs, très inspirants et qui vont me permettre de reconnaître rapidement mon produit, hein. Pour, faire un peu le cliché, c'est la semelle rouge de Louboutin. Vous n'avez pas besoin de voir écrit Louboutin sur la chaussure pour comprendre que c'est Louboutin. Et après, vous allez avoir des outils structurels. Souvent, quand on démarre, en tant que fabricant, on peut faire le choix du e-commerce. Donc clairement, il y a une enveloppe qui peut être importante sur le e-commerce, mais encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Moi, je prône vraiment le étape par étape, le allons-y dans l'ordre, mais surtout allons-y dans le bon ordre, parce que sinon, c'est là où malheureusement, on a vu trop de fabricants qui étaient arrivés, au bout d'une démarche et pour lesquels ça fonctionnait pas. Et donc derrière, vous allez avoir toute cette partie communication et lancement et attention, ça, c'est pas une petite étape parce que la communication, se faire connaître, ça peut être au démarrage un peu intense et évidemment, vous avez, un budget à prévoir dans votre tête ou en tout cas dans un business plan en continu. C'est, je vais avoir besoin de travailler sûrement du référencement digital. Je vais avoir besoin de travailler mes réseaux sociaux de manière, régulière. Je vais avoir besoin sûrement de faire des shootings. Alors ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C, mais en B2C, clairement, vous avez besoin d'amener du renouveau et d'avoir des shootings tous les ans, au moins tous les ans, et puis, des nouveaux produits, régulièrement. Donc ça, c'est on va dire ce qui est en continu et ce qui se fait, en permanence, mais voilà, vous avez un démarrage et après une enveloppe de continu. Alors une question de Mathieu, donc il faut intégrer un coût de 65 000 € environ, budget équivalent pour toutes les industries, tous les marchés. Non, parce que là, je vous avais mis des grandes enveloppes, pour donner une idée et parce que souvent ça reste assez nébuleux pour certains. C'est pas en fonction ça dépend vraiment des marchés, ça dépend aussi de vos besoins, parce que des fois, il y a déjà des choses qui sont installées chez vous et qui peuvent être, intéressantes. Mais pour préciser cette question, Mathieu, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je vous invite vraiment à n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans l'agenda. Évidemment, l'idée c'est plus de pouvoir répondre à vos questions, plus personnelles et vous aider à d'éclairer votre problématique.
évidemment un rendez-vous, gratuit, hein, bien sûr, que je vous propose. Et Lydie, c'est ici, je peux pas répondre à toutes les questions avec grande précision, même si j'essaye, mais voilà, prenons rendez-vous si ça vous va. Vous avez le lien juste au-dessus de l'écran. Hem, alors je vais vous donner un exemple parce qu'il y a pas en fait, il y a pas mieux que les exemples, pour parler de tout ça. Donc là, là, je parle d'une création de marque. Donc parfois, on est amené à vous avez peut-être des situations où vous avez une marque depuis un moment, mais qui a du mal à sortir du lot, à être transformée. Ça, c'est vraiment souvent le sujet, moi, un de mes sujets, on va dire, prédominants. Mais là, ici, je vais vous présenter un cas où on est dans la création d'une marque de maroquinerie chez des fabricants qui faisaient de la sellerie. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, l'histoire, c'est, des selliers, donc ils font de la selle, on est dans l'univers de l'équitation. Ils avaient envie de vendre, de créer une marque de maroquinerie. Et donc là, l'idée, ça a été de se dire, bah, en fait, nous, notre, on veut que notre univers, notre marque, elle soit issue de notre univers, de nous, donc de notre territoire. Je ne l'ai pas dit, mais ce sont des Basques. Donc on est sur une marque qui s'appelle Hero, qui est née de leur univers. Et pour vous montrer un petit peu dans les détails, voilà ce qui était, eux, leur univers. Donc ils étaient donc selliers. L'entreprise, elle s'appelait, Façon Cuir. Je dis elle s'appelait parce qu'aujourd'hui leur marque marche tellement bien qu'ils ont revendu l'atelier d'équitation pour l'équitation et la selle, pour se consacrer uniquement, à la maroquinerie et à leur marque. Mais voilà, ils avaient ce savoir-faire de sellier. Et quand on travaille cette, stratégie de marque, au démarrage, on ne se dit pas tout de suite, bah, quel produit. On est vraiment parti de la base pour se dire, bah, on va travailler d'abord la stratégie, donc des éléments que je ne vous partage pas ici, mais travailler la concurrence, regarder ce qui, le bon positionnement sur le marché avec ce qu'on a, regarder notre patrimoine de marque, donc qu'est-ce qu'on a, qui on est, qu'est-ce qu'on veut raconter. Et donc tout ça, c'est des ateliers de travail qui, à terme, aboutissent à des intuitions fortes qu'on va venir tester sur le marché pour voir s'il y a une opportunité ou s'il n'y en a pas. Et donc de ce travail-là est née la marque. Donc là, on est vraiment dans cet univers plateforme de marque, branding, heu, avec, un univers visuel qui se dégage. Donc cette marque qui s'appelle Hero, et le nom, il est bien sûr trouvé après le travail de stratégie de marque, hein, pas avant. Qui est une marque, donc qui vient raconter, l'idée du lien, le lien à la terre, le lien entre les générations, qui a une identité assez forte, et qui a trouvé finalement assez rapidement sa place sur le marché. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur l'étape on va dire plutôt l'étape graphique, l'étape, de direction artistique. Mais avant ça, tout ce qui était stratégie de marque, tout ce qui était, est-ce qu'on a une opportunité, a été testé et a fonctionné avec en se donnant le bon niveau de prix. Et évidemment, c'est le lien entre qui on est, ce qu'on a envie de nos les valeurs qu'on a envie de porter, et ce qui peut avoir du sens sur le marché, et en face notre marché. Et donc à l'intersection des 2, vous avez, une opportunité qui est celle d'être vous-même sur un marché qui a du sens. Alors, comment tester ses intuitions? Focus group sur des clients, sur des prospects. Alors oui, ça peut être, des interviews en effet, avec des clients, avec des prospects. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant en effet d'avoir de pouvoir faire des focus group. Nous, c'est un outil qu'on utilise pas mal, même s'ils sont faits avec, des personnes qui sont recrutées. Alors surtout pas des amis, attention, faites pas cette erreur-là de faire des focus group avec des amis qui trouveront toujours que ce que vous faites, c'est génial. Là, il vous faut des avis, vraiment, très, réels. Donc ça peut être des gens que vous recrutez sur des réseaux sociaux, ça peut être des personnes, amies d'amis, on va dire, mais qui viennent là vraiment qui vous accompagnent et qui vous aident justement pour vous donner des retours très sincères et des inquiétudes, des objections qui peuvent être les leurs. Donc on vient tester ça comme ça, mais on vient aussi le tester, parfois avec des distributeurs. Ça peut toujours être intéressant de demander aussi l'avis à des professionnels, qui ont l'habitude de revendre ce type de produit. Alors même si c'est pas toujours on va dire ceux qui vont être, les plus enthousiastes à l'arrivée de nouvelles marques, ils ont quand même des retours, moi je trouve, qui sont souvent pertinents. Après ça, c'est vraiment ça s'adapte en fonction des marques, et ça s'adapte en fonction des enjeux. On peut vraiment, discuter de la bonne méthode, à adapter.
Donc voilà, vous voyez un petit peu le détail, jusqu'à aller jusqu'aux images, en fait, quelles sont les images qui vont nous différencier. Donc là, bah, clairement, le clin d'œil à l'histoire de la famille qui était dans l'équitation, mais aussi toujours ce lien et ce lien, cette stratégie, cette identité très forte qu'on retrouve chez Hero, hein, le lien au territoire, le lien à la marque, le lien entre les personnes. Il est là, on le voit, il est incarné dans les images et ça amène une direction artistique qui est très propre à la marque. Et donc ça, c'est une des clés de succès. Ce sac-là, il est fabriqué en France, il est fait de manière, la plus ergonomique possible, la plus, démontable, réparable qu'on puisse imaginer. Pour autant, s'il y avait juste le produit, ça aurait été un gros investissement pour rien du tout. Et là, vous voyez un autre point important, c'est que dans le design de produit, quand on est venu travailler les codes identitaires et quand cette partie-là, elle a été, ça a été l'objet de notre réflexion avec l'équipe, Hero, bah, en fait, on est reparti encore de ce document de stratégie de marque en disant: «Mais nous, c'est le lien, c'est, cet univers inspiré de la sellerie, c'est tout ça». Donc évidemment, on vient travailler la boucle, on vient travailler l'harnachement, on vient travailler l'ergonomie. On travaille pas un sac, comme on le travaillerait dans une maroquinerie classique. C'est quoi un sac façon Sellier? Parce que c'est notre ADN. Donc c'est vraiment cette idée-là de toujours repartir de soi, son ADN, ses racines, pour derrière incarner une marque forte qui va aller jusqu'au point de vente, en fait, puisque vous voyez, ça, c'est le travail sur les points de vente. Donc là, ils sont en train d'en ouvrir un troisième dans le Pays basque. Mais je ma stratégie, mon univers de marque doit être le même dans le point de vente. Donc votre plateforme de marque au départ, c'est ça vraiment, c'est ce document sur lequel on ne doit pas, tergiverser. Il doit être très clair pour vous, pour vos équipes demain et c'est ce qui donne le fil conducteur de la marque et ça, c'est vraiment un point essentiel et donc investir en effet peut-être, 15 000 € sur un gros travail de stratégie de marque au démarrage, c'est vous épargner beaucoup d'investissements qui vont servir à rien, ou qui ne toucheront pas votre public. Typiquement, moi j'ai vu des boutiques entières être construites à l'intuition. Bah, derrière ça fonctionne pas. C'était assez, couru d'avance, mais malheureusement les personnes n'avaient pas la connaissance de, dans quel ordre il faut faire les choses et ben, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on risque à pas faire, les bons investissements au bon moment? Parce qu'évidemment la boutique, elle est nécessaire après. Donc voilà pour Hero et ce qui est, hein, aujourd'hui intéressant, c'est de voir que cette marque en moins de, bah, ça doit faire, 4 ans, aujourd'hui, ils ont un réseau de 150 revendeurs, ils ont 3 boutiques qui fonctionnent très bien et il y a des nouveaux produits, qui trouvent preneur, tous les ans. Donc ils ont vraiment aujourd'hui installé un roulement et une rentabilité au point qu'ils ont revendu en effet leur atelier de sellerie pour se consacrer à 300 à la marque. Donc quand on fait les choses dans le bon ordre, en général, ça paye. Clé numéro 2 que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est vraiment cette idée de, se dire: «Bah, en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné?» et peut-être qu'on avait des biais, qui étaient, à déconstruire, donc qu'on n'a pas vus. Évidemment, chacun y va avec, sa connaissance du sujet, au moment où il est sur le sujet. Donc aucun jugement ici, mais l'idée, c'est vraiment de vous aider à déconstruire, peut-être des croyances ou des biais. En tout cas, moi, chez les fabricants que j'ai pu accompagner, je vois en général 4 biais classiques. Le premier, nous savons déjà fabriquer des produits, c'est déjà 80 du job. J'aurais envie de dire: «Nous savons déjà fabriquer des produits», c'est déjà 20 du job. Parce que le produit, c'est une évidence et nous, on travaille que sur des produits qui sont bien faits et qui ont du sens pour l'économie, réelle dans laquelle on a envie de vivre, qui sont durables et qui, voilà, qui prônent, le bon sens et le bienfait. Mais clairement, ça ne suffit pas aujourd'hui pour vendre une marque et pour être, rentable avec. Donc c'est une base et c'est une base indispensable, mais vous avez tout un travail derrière qui est, extrêmement important à réaliser et qui sont les étapes que je vous ai partagées. Nos produits, deuxième biais, nos produits sont très bons, ils trouveront forcément des acheteurs. Bah, ça rejoint un peu le premier finalement, on pense qu'on a des super bons produits, ils vont tout de suite trouver des clients. Alors, peut-être certes, vous aurez des clients au démarrage comme ça, mais si on attend que ce soit le produit qui fasse le job, ça va être extrêmement lent, ça va prendre des années. C'est parce que vous allez fonctionner que sur du bouche à oreille et surtout le bouche à oreille, bah, c'est pas contrôlable.
c'est, difficile enfin, on ne peut pas vraiment le maîtriser et donc vous naviguez à vue en permanence dans une insécurité commerciale qui est forte. Troisième biais, il suffit de créer un bon site internet e-commerce et le tour est joué. Pareil, c'est pas le fait que le site soit en ligne et soit fonctionnel, aussi beau soit-il, c'est moi qui dis ça alors que je suis dans le design, mais évidemment, c'est une base extrêmement importante. Pour autant, demain, il faut mettre en place tout un système, ce qu'on appelle un tunnel d'acquisition pour que vos clients, demain, les prospects, arrivent sur ce site, soient amenés à le visiter et qu'il leur donne envie d'acheter. Donc là, on parle de B2C, mais si on est sur un levier, si vous êtes dans un univers plutôt B2B, l'idée c'est un peu la même. On va pas avoir les mêmes tunnels d'acquisition, on va pas avoir les mêmes outils pour amener le client sur votre site, mais l'enjeu, c'est quand même celui, non pas peut-être de vendre en ligne, mais de prendre rendez-vous, d'avoir un peut-être des outils qui leur sont proposés pour avoir un premier échange avec, un prospect, pour voir si vous pouvez ou pas leur apporter de la valeur. Donc là, on est vraiment dans ce même tunnel, sauf qu'ils sont adaptés à on va dire 2 réalités différentes. Et quatrième biais, nous faisons déjà ce produit, pas besoin de changer grand-chose. Non, clairement, si, malheureusement, parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'on se dit: «Bah, tiens, on fait des couteaux, on fait des couteaux depuis des années, donc on va simplement prendre ces couteaux-là qu'on faisait pour d'autres et mettre notre nom dessus ou, l'améliorer un peu et mettre notre nom dessus». Non, ça fonctionne pas. Là, on parle de direction artistique. Une marque, c'est tout sauf un pot pourri. Une marque, c'est vraiment un parti pris, qui doit être singulier, qui doit être suivi sur l'ensemble de vos produits et que le tout fasse un tout cohérent. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que j'ai vu beaucoup trop de marques, que moi j'appelle, un peu pot pourri, c'est-à-dire qu'on avait tout ce qu'on a trouvé intéressant, on l'a mis dedans et du coup, on a des produits qui se répondent pas les uns les autres, qui envoient pas le même message. On a des gammes qui cohabitent, on se demande un petit peu si c'est la même marque. Là, clairement, vous pouvez pas construire un univers de marque fort comme ça. Donc, là, l'erreur la plus fréquente, clairement, c'est de commencer par le mauvais bout. C'est-à-dire, je veux lancer ou je veux renforcer ma marque, qu'est-ce qui pêche? Ah bah tiens, c'est les réseaux sociaux. Là, je suis vraiment, sur le mauvais bout. Ou si je me dis juste: «Je veux refaire mon site web parce qu'il va pas». Oui, mais est-ce que c'est vraiment le site web qui va pas? Est-ce que c'est pas au fond, est-ce que votre stratégie de marque est claire? Est-ce que vos produits, est-ce que votre identité de marque, elle est vraiment forte? Aujourd'hui, j'accompagne quelques marques qui justement on se sont dit: «Bah, nous, on va me faire, tout ce qu'il faut bien faire pour un site». Ah bah, le site, il est super, on a le panier, très, très vite quand on arrive dessus. Tout ce qu'il faut faire pour, limiter les étapes, pour justement, que le client puisse acheter rapidement, tout ça, c'est mis en place. Pour autant, on est sur un site qui est lisse, sur une marque qui n'a pas d'âme et du coup, en fait, un site qui est sans âme, qui convertit pas. Et si justement le site, il montre pas sa singularité, il montre pas votre marque dans toute on va dire ses aspérités aussi, derrière, on peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une conversion du prospect en client. Des produits, ça peut créer aussi des produits qui n'ont pas de cohérence, donc des gammes qui n'ont pas d'identité, une communication qui au final, parle à personne parce qu'on cherche à parler à tout le monde. Ça, c'est un des grands grands sujets, du marketing, mais de manière générale, vouloir parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc tout ce travail de stratégie de marque, c'est se dire: «Mais c'est qui est vraiment notre client? C'est qui notre client idéal?» Mais au début, en général, parfois on me dit: «Ah mais nous, on en a plein des types de clients différents, on a cela, cela, cela». Oui, mais qui est le client idéal? Et donc ça, on vient le décortiquer en fonction de vous, votre première réalité et vos premiers résultats, mais aussi en fonction de votre marché et des possibilités. Et donc clairement, tout ça, si vous refaites un site par exemple, et que vous prenez le chemin par le mauvais bout, heu, c'est pas le site qui va vous aider à mieux vendre. Vous allez, remettre des investissements sur un site web alors que le problème, il était plus profond. Il était vraiment sur l'identité, sur la stratégie et sur: «Est-ce que j'ai bien validé que,
j'ai des clients intéressés à ce niveau prix-là, avec cet univers-là, et dans cet environnement-là. Donc, attention aux bons investissements au bon endroit et ça, c'est vraiment un risque d'échec assez fort. Je pense que c'est le plus fréquent, moi, que j'ai pu voir, c'est de prendre les choses dans le mauvais ordre. Donc la bonne séquence, voilà laquelle, je vous conseille de mettre en place, c'est 1, toujours ce diagnostic stratégique, 2, branding et plateforme, 3, la direction artistique, 4, vous travaillez sur vos produits, ces codes identitaires, les produits identitaires et puis 5, c'est là que vient le site, les réseaux, l'image récurrente que vous allez faire, mais c'est vraiment pas au début et ça, c'est super important. Je vais vous prendre pour ça un autre exemple qui est celui d'une marque de vêtements, qui s'appelle Quidure et qui est à Courlay. Donc nous, c'est une marque qu'on a pu, accompagner, il y a 3-4 ans. Je prends des exemples anciens parce on a souvent plein de recul dessus et puis aussi le dirigeant, avec qui souvent on travaille a eu aussi du recul et lui, ce qui est assez intéressant puisque son retour, c'est vraiment de dire: «Nous, on a posé des jalons essentiels en faisant ce travail-là». Alors qu'ils avaient l'intuition de relancer une marque qui était dans leur atelier, qui était une marque ancienne de 1930. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs et donc clairement, eux, leur enjeu, ça a été de se dire: «En fait, nous, on est fabricants, donc on a des réflexes aussi de fabricants. C'est super, on sait super bien faire plein de choses que d'autres ne savent pas faire. Par contre, on a besoin de devenir aussi marque et ça, on doit l'intégrer chez nous». Donc ça a été ce travail-là sur la marque Quidure qui était un vrai renouveau le renouveau en fait d'une marque, qui existait dans les années, voilà 1935, mais qui était dans le vêtement, dans l'univers du vêtement de travail et là, l'enjeu ça a été de se dire: «Bah, est-ce qu'on part, vraiment sur le vêtement de travail, ou est-ce que le marché nous attend plus peut-être sur de la mode inspirée du vêtement de travail?» Donc évidemment là on est purement dans la stratégie de marque, qui a amené à retravailler une plateforme de marque en se disant vraiment qui on est. Et aujourd'hui, si vous allez voir leur page Instagram, vous verrez qu'ils ont un univers très singulier. Et ce travail-là de définir une ligne éditoriale, de définir, tout ce qu'on va mettre sur Instagram, tout ça, on l'a fait, mais on l'a fait à la fin. On l'a fait une fois que la stratégie était très claire et qu'on avait une stratégie de marque forte et claire. Et donc plateforme de marque, on va dire, univers branding et derrière on a tout ce qui va être l'expression visuelle et là, par exemple, ici, ça a été de travailler sur un pop-up, un magasin qu'ils ont eu pendant 1 an à Bordeaux et comment on vient amener nos codes, notre raison d'être, ce qui nous différencie des autres, comment on vient le raconter dans le point de vente et comment on vient, justement, être singulier pour sortir du lot. Quand on est une petite marque ou une jeune marque, même une PME dans un univers qui est fait par des mastodontes, on n'a pas le choix que d'être, différenciant, singulier, d'être celui qui vient aussi, amener quelque chose de nouveau. Si on cherche le consensus et plaire à tout le monde, clairement, vous allez perdre beaucoup d'énergie et moi, je ne recommande vraiment pas cette stratégie, sauf si vous êtes sur une stratégie de prix bas et dans ces cas-là, oui, ça fonctionne, mais c'est quand même rarement le cas dans l'univers, en tout cas en France. Donc voilà, ici, je passe rapidement quelques images, mais vous aussi, ça vous intéresse de creuser, il y a aussi ces cas-là sur notre site, qui sont un petit peu plus détaillés. Et puis troisième clé que je voulais vous partager aujourd'hui, ce qui est important si vous êtes fabricant ou si vous faites fabriquer vos produits, ce que vous savez faire, c'est vraiment vous, votre force, mais en soi, ça ne fait pas une stratégie de marque. Et donc il faut vraiment différencier, la maîtrise de ce que vous savez maîtriser. Typiquement, si vous êtes fabricant évidemment, tout ce qui va être savoir-faire, technique, matériaux, process de fabrication, vos marchés, le commercial souvent, et ce que demande une marque. Et une marque, comme je le disais, c'est un ADN fort et qui est clair de l'extérieur. Et ça, vous, quand on est à l'intérieur, bah, c'est difficile, d'avoir une vision très claire de ce que représente notre marque pour d'autres et quelle image elle a. Donc c'est pour ça qu'on vient souvent dans la partie diagnostic faire une analyse valeur perçue, valeur voulue. C'est-à-dire que vous aimeriez que ça donne ça, mais quelle est la valeur perçue aujourd'hui, à date, par vos clients et vos prospects? Ça, c'est toujours intéressant de le réaliser. Un positionnement stratégique sur le marché, ça vous en avez vraiment besoin.
une direction artistique qui, soit cohérente, mais qui soit aussi singulière. Se dire: «Bah, tiens, je fais les mêmes photos que Pollen parce que je suis dans la maroquinerie», ça fonctionnera pas parce que, il y a pas mieux que Pollen pour faire du pollen. Donc là aussi, comment j'amène une direction artistique, différente et en soi, c'est un métier donc moi je vous dirais toujours, cherchez des spécialistes pour ça, pour vous aider, même si vous y allez plus lentement, et que le chemin est plus long, il vaut mieux y aller, mais de manière beaucoup plus professionnelle. Et bien sûr, mettre en place une approche B2C, de la communication et parfois même B2B, quand vous avez besoin de recruter de nouveaux clients en B2B. Là aussi, il y a un vrai enjeu, notamment via des réseaux comme LinkedIn ou des prises de parole qui peuvent être assez clés et assez fortes. Donc ce que j'aimerais là vous partager, c'est simplement se dire que pourquoi en fait l'idée de vouloir tout faire en interne ou tout faire seul par exemple, c'est souvent, une mauvaise idée parce qu'au final ça vous coûte plus cher. Déjà, il y a cette idée du biais de proximité. Quand on est ultra proche de son produit, quand on voilà, il y a cette la passion de l'entrepreneur ou voilà, l'amour que vous allez mettre à faire les choses qui est sublime, mais voilà, qui parfois vous empêche de voir avec objectivité, ce que vos clients, perçoivent de l'extérieur. Ça, c'est vraiment un point important et ça peut vous faire perdre beaucoup de temps et vous faire perdre beaucoup d'argent. Évidemment, le temps du dirigeant, alors qui est super important, hein, pour diriger, mais pas uniquement enfin, pas pour faire uniquement. Peut-être comme dans les premières années, ça vous êtes dans ces cas-là, mais l'idée, c'est quand même d'être vraiment et de jouer ce rôle de dirigeant et ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et clairement sortir de l'illusion de l'évidence, c'est-à-dire, bah, oui, on a une intuition, on a une évidence, on y va, et puis on a des manières de fonctionner en interne. Si vous avez des équipes, vous avez sûrement une culture d'entreprise et une manière de faire, mais quand on construit tout ça à huis clos, et on a des schémas qui sont existants et du coup, bah, des process de décision qui sont déjà installés et qui vous empêchent d'être remis, en question. Je prends un exemple, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, pour une marque qui fait des gants justement, en fait, on avait imaginé notre marque en interne, tout le monde était d'accord, pourtant tout le monde était convaincu. OK, mais tout le monde était convaincu parce que en fait, c'est pas des métiers que vous maîtrisez, puis vous avez des process de décision qui sont les vôtres dans votre univers. Mais en fait, on a été déçus parce qu'en fait, derrière nos clients nous disaient: «Oui, oui, c'est super» et puis en fait, ça a pas suivi au niveau des ventes. Ça, on aurait pu l'anticiper, on aurait dû l'anticiper et c'est pas normal qu'on ait mis tous ces investissements en place sans avoir la sécurité que derrière ça va fonctionner. Et donc, ce qui amène le sujet souvent des compétences manquantes, mais ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on ne maîtrise pas tout et faire de la une direction artistique, bah, c'est un métier en soi et ça s'apprend au fur et à mesure du temps. Pourquoi certaines marques vont, heu, performer très rapidement? Bah, parce que tout ça, elles n'ont pas tout fait tout seules et elles ont, eu des regards extérieurs qui ont été extrêmement précieux, un travail extérieur qui a été fait précieux. Alors moi, je suis vraiment partisane de la co-création parce que c'est très important que votre marque vous ressemble et ça, c'est une clé qui est, extrêmement importante. C'est vos racines, c'est votre histoire et les personnes qui vous entourent demain, que ce soit une agence, que ce soit des freelances, que ce soit, doivent avant tout avoir cette même optique. C'est-à-dire, on va venir révéler ce qui est là, ce que vous faites, vous, en interne, votre ADN profond et pas venir plaquer, par-dessus, bah, tiens, un univers que moi j'ai, que je vais venir, plaquer chez vous. Ça, c'est pas possible et surtout, ça vous aidera pas du tout à valoriser la marque. Voilà donc nous, à la racine, c'est ce qu'on fait en effet. Nous, c'est ce qu'on apporte aussi, qui est assez, spécifique dans ce domaine-là de la fabrication puisqu'on travaille avec, depuis plus de 10 ans, comme je le disais, avec des fabricants et avec des marques engagées dans différents types de métiers. On a développé ce gros réseau aussi de fabricants, de plus de 1 500 fabricants justement parce qu'on est très, pragmatique et ancré sur le territoire avec cette idée, de créer une solidarité entre les marques et les manufactures et les fabricants, justement pour que, bah, réussir à se développer demain et notre métier, c'est d'accompagner des marques de A à Z, dans le temps, sur des sujets qui peuvent parfois prendre du temps à mettre en place, mais il vaut mieux y aller étape par étape et de manière toujours, très, on va dire,
loyale, mais toujours très cohérente, pour que ça fonctionne dans le temps et ça, nous, c'est vraiment un engagement qu'on prend, c'est que la marque, elle marche. Ça, c'est important, que ça fonctionne et que enfin, nous, notre engagement et notre raison d'être à la racine, c'est de faire en sorte que les bons produits demain soient vraiment la norme, deviennent la norme et que ce ne soient pas des produits de l'autre bout du monde qui viennent, fabriquer on ne sait pas comment, en France, dans la consommation. Donc pour ça, bah, on utilise, nos clients, on utilise les marques qu'on accompagne et les projets d'entrepreneurs qu'on accompagne pour justement valoriser ces produits-là au mieux et pour que ce soit des produits qui soient vendus demain, et pas d'autres à leur place. Je vais prendre l'exemple de cet atelier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de tailoring féminin. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est dans un univers, justement, j'ai pris un exemple qui n'est pas français. C'est une marque qui s'est lancée en Pologne avec cette conviction, donc par une Française, mais qui vit en Pologne, avec, cette conviction que, le made in Pologne peut être revalorisé aux yeux des Polonais. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une histoire de local. Comment on revalorise un savoir-faire local, parce que les Polonais, en fait, ils vont acheter du made in Italy, ils vont acheter d'autres types de savoir-faire parce qu'ils pensent qu'en Pologne, enfin, il y avait cette idée-là, qu'en Pologne, on ne sait pas forcément bien faire les choses. Et donc là, clairement, bah, ce travail-là qui est très important sur la stratégie de marque, c'est justement, ça a aidé à amener une vraie force et une vraie visibilité, comme Johanna le dit ici, sur qui on est. Qui on est et qu'est-ce qu'on veut valoriser, qu'est-ce qu'on veut dire de nous demain. Donc là, je vais vous donner l'exemple de Mini Dutch, qui est la marque qui est issue de l'atelier Au Métier. Donc Au Métier, c'est un atelier, de tailoring, hein, de fabrication, création de costumes. Pas uniquement costumes d'ailleurs, ils font pas mal d'autres choses et notamment ils ont beaucoup travaillé le pantalon, mais qui a cette singularité d'être un atelier féminin et donc on est passé par toutes ces mêmes étapes que je vous donnais juste avant, hein, la stratégie de marque, le branding, l'identité et tout ça de manière très cohérente et je vous conseille de le faire avec la même équipe parce que si vous le faites avec des équipes trop différentes, vous allez perdre le fil et vous allez devoir vous jouer le rôle de lien, ce qui n'est jamais idéal. Donc gagner cette cohérence, c'est pouvoir s'assurer que du début à la fin, vous allez travailler avec les mêmes personnes sur le sujet. Donc Mini Dutch ici, on est sur évidemment tout un travail au démarrage de stratégie que vous ne voyez pas là, mais qui aboutit à cette marque-là, qui est une marque de mode clairement, mais une marque de mode de fabricant. Donc avec cet univers autour un univers très féminin, un univers, assez même féministe, assez engagé, qui parle aussi beaucoup des femmes de l'atelier puisque c'est une entreprise dans laquelle il y a quasiment que des femmes à l'atelier de conception et donc qui va venir raconter ça et évidemment qui parle dans un paysage, polonais. Donc on vient, parler à cette femme polonaise qui, a un peu les moyens, qui va pouvoir s'acheter, un beau tailleur, qui a envie d'aller, vraiment, bah, qui va se laisser séduire par le discours de la marque. Donc tout l'univers de la marque que vous voyez, que vous pouvez voir aujourd'hui sur son site, j'ai pris la capture d'écran ici, il vient raconter ça. Il vient parler à cette femme-là et il a été vraiment pensé pour ça, autour de cette femme-là et clairement, il ne parle pas à tout le monde. Mais c'est un choix et c'est ce qui a permis à la marque, en 2 ans, bah, de commencer, à vraiment avoir des clientes fidèles pour atteindre la rentabilité au bout de 3 ans. Donc c'est quand même vraiment intéressant de se dire qu'en faisant les choses dans le bon ordre, ça a été des investissements de départ, mais le but, c'était quand même d'être rentable, assez rapidement. Donc voilà pour ça. Je vois qu'il y a une question peut-être à laquelle j'ai pas répondu. Non, si c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir repasser un petit peu sur vos questions et sur vos situations. Alors vous voyez, je vous ai proposé aussi donc voilà, pour résumer ici, donc ces 3 clés qui sont extrêmement importantes pour qu'une marque justement de fabricant puisse réussir. Bâtir une marque forte ne coûte pas ce que vous croyez. En tout cas, ça coûte beaucoup plus cher de pas le faire, de mettre beaucoup d'investissement sur les mauvaises choses au mauvais moment. Hem,
attention aux biais, parce que justement, prendre les choses par le mauvais sens, c'est ce qui nous amène souvent à un échec. Et ce que vous savez faire aujourd'hui, c'est clairement votre force, mais c'est important de se dire: «Quelles sont mes forces et qu'est-ce qui va représenter ma stratégie de marque?» C'est vraiment pas la même chose, et de bien différencier les 2. Vous verrez qu'au-dessus de votre écran, comme je le disais, vous avez un petit, bouton vert, mais qui aussi, me permettra d'approfondir vos problématiques. Donc moi, ce que je vous propose évidemment, comme je le répète, mais c'est une évidence, que ce soit un rendez-vous d'échange, évidemment gratuit, qui est un rendez-vous pour comprendre si, vous aider en tout cas peut-être à y voir plus clair. Vous proposer une analyse, on va dire la plus directe et la plus honnête qui soit pour vous, de votre situation de marque actuelle et comment vous pourriez faire, quels seraient les leviers à mettre en place. Donc je vous propose, derrière, se dire les 3 premières actions que vous pourriez mettre en place rapidement ou en tout cas dès maintenant pour justement, aller dans le sens, où vous souhaitez aller. Qu'est-ce qui peut être aussi l'actif différenciant? Ça je dans même avec le chat, c'est quand même pas évident de vous le dire, donc je pense qu'il vaut mieux en discuter de vive voix et vous donner un éclairage un peu grande masse dans un premier temps, sur, si vous vous posez la question d'investir sur cette marque, quels seraient les investissements les plus judicieux à faire, dans un calendrier qui serait, évidemment le vôtre. Donc moi, là, je vous propose en effet de prendre, ce rendez-vous. Je pense que j'ai encore un petit peu de temps au mois de mai, donc n'hésitez pas, ça sera un plaisir d'approfondir avec vous, vos problématiques. Maintenant, je vais prendre un peu les différentes, problématiques que vous avez suggérées. Donc Olivier dans les cosmétiques, la problématique, c'est la forte concurrence. Non, en tout cas, c'est l'enjeu, c'est qu'il y a une forte concurrence, donc il faut se démarquer, émerger dans la masse de référence et ça, c'est clair, hein, qu'on soit dans la mode ou dans la cosmétique, c'est des sujets qui sont ultra importants, la différenciation et donc peu de différenciation produit. Est-ce que c'est la différenciation produit uniquement ou est-ce que c'est la différenciation aussi par rapport à la marque? Ça, c'est un peu la question peut-être que vous vous posez déjà et qui peut aussi avoir, du sens. Hem, Est-ce que le tout est vraiment lié? C'est-à-dire, est-ce que votre stratégie de marque aujourd'hui, votre univers de marque, il est assez lié, à votre univers produit pour créer cette différenciation? Donc moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de poser, justement de regarder ensemble ce diagn en tout cas la marque actuelle. Qu'est-ce qui peut permettre de vraiment se différencier? Mais toujours en lien avec, l'ADN de l'entreprise, avec qui vous êtes, tout ça et sans surjouer, ça c'est vraiment super important, donc de trouver ces clés de différenciation, de définir ces clés de différenciation qui derrière auront aussi du sens, pour vos clients. J'espère Olivier que ça vous aide, mais évidemment parlons-en, de vive voix. Olivier Méry, que porte la marque par rapport à la compétence? Heu, Est-ce que c'est par rapport à la concurrence que vous vouliez dire? Faut-il investir dans la communication sur la marque? Hem, Hop. Alors, n'est-ce pas dangereux de construire son univers de marque autour d'une activité historique? Celle-ci mais abandonnée. Au contraire, si l'ADN de la marque est trop marqué par une activité historique, ne risquons-nous pas d'en être dépendants? Alors là, vous parlez du cas héros, bonne question. Là, ce qui est intéressant, c'est de se la sellerie est pas du tout, présente dans la marque. Elle est juste là vraiment comme c'est ce qui a donné son ADN. Donc ça, c'est pas la marque façon cuir, ce que je vous montre, c'est vraiment l'ancienne entreprise de là où il venait. Mais la marque ici, elle est pas du tout construite autour de la sellerie. Elle vient puiser ses racines dans la sellerie et c'est là où on fait vraiment la différenciation et c'est comme ça souvent qu'on construit une marque héritage, c'est qu'elle a des racines fortes à un endroit, hein. C'est par exemple ce que fait, Hermès, tout simplement ou, les marques de luxe, beaucoup, travaillent comme ça aussi, en se disant: «Bah, j'ai un ADN, une histoire de départ, je viens puiser dedans, je viens raconter, je viens la transformer». Mais évidemment, quand je fais un sac à main, je ne vends pas une selle de cheval. Donc, clairement, on a un univers qui doit être très différenciant et derrière, quand vous voyez ces images-là, on n'est pas dans l'univers de la sellerie, on vient vraiment complètement dans l'univers de la maroquinerie. En revanche, on a un univers qui est légitime parce qu'on sait d'où on vient, on sait pourquoi on le fait et on le fait à notre manière et c'est ça qui crée de l'authenticité et de la valeur pour le client.
J'espère que ça répond à votre question, Olivier. Je reprends du coup la question de donc Olivier Méry: «Que porte la marque par rapport à la compétence? Faut-il investir dans la communication?» Dans la communication sur la marque. Donc oui, clairement, le travail sur la communication, c'est aujourd'hui, enfin, je ne connais pas de marque qui peut s'en passer, mais je vous propose qu'on en parle de vive voix. Karine: «Je suis repreneuse d'entreprise en recherche, manufacture ou service. Avoir les clés principales pour se démarquer et utiliser ou pas l'IA?» Bonne question. Donc ça, le sujet de l'IA, nous, c'est un sujet qu'on travaille, de plus en plus. On est amené souvent à réaliser de plus en plus de visuels en IA, mais attention, si vous êtes dans un univers premium, l'IA, c'est pas si simple que ça. On en fait un petit peu, mais ça prend du temps aussi. Donc on divise pas par 10 les coûts d'un shooting, on divise en général par 2, on va dire, ce qui est déjà pas mal, des fois un peu moins même. Mais ça nous permet surtout de travailler, des visuels qui ont vraiment, qui sont vraiment dans des univers qui correspondent vraiment à la marque, qu'on aurait peut-être plus de mal à faire avec un shooting classique. Mais vraiment, voilà, en tout cas, tout dépend du niveau de marque que vous cherchez à mettre en place. Si vous êtes dans un univers premium luxe, vous pouvez le faire, mais il faut y aller vraiment avec beaucoup de soin, et faire attention à la qualité des visuels qui sont proposés. Mathieu, donc vous êtes dans le domaine du luxe, des parfums. L'enjeu pour vous, c'est d'asseoir le positionnement, la différenciation et la communication et donc les étapes obligatoires à franchir. J'espère que du coup, Mathieu, ça répond à vos questions, ce webinaire. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder en effet là où vous en êtes à date par rapport à toutes ces étapes et de regarder, si vous le souhaitez, on peut en discuter, voir si ça peut avoir du sens pour vous, mais en tout cas de vous aider à identifier les leviers les plus importants qui pourraient avoir du sens pour vous demain à valoriser dans la marque. C'est surtout ça, j'imagine, qui peut être intéressant pour vous. Hem, eh bien, super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais en ce webinaire va être, enregistré et je pourrais vous le renvoyer également. Si vous souhaitez le revoir, vous n'hésitez pas à me le dire et je peux vous l'envoyer sans aucun problème. J'espère que ça vous a apporté de la valeur parce que c'était aussi mon enjeu de vous apporter un peu un autre regard et des clés, de 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 lecture peut-être un peu et toujours, vraiment importante et ce qui est aujourd'hui, clé, c'est surtout que, en fait, créer sa propre marque, c'est quand même en effet quand on est fabricant, j'aime bien le dire, mais reprendre la main sur son destin industriel. Voilà, vous avez mes coordonnées ici pour vous répondre, Mathieu. Hem, Vous pouvez tout à fait m'écrire ou me téléphoner et ce sera avec grand plaisir. Je ferai de mon mieux pour vous éclairer en tout cas sur vos besoins et vous indiquer, des potentielles marches à suivre, ou en tout cas moi comment je ferais, les choses, si j'étais à votre place. C'est souvent ma manière de de travailler. Merci pour vos retours. J'espère que ce webinaire donc vous a plu. La prochaine, session, ce sera un webinaire sur la marque héritage qui sera au mois de juin et donc justement sur ce travail de comment on vient, travailler, valoriser, est-ce qu'une marque historique, une marque qui a une histoire, c'est une marque héritage? La réponse, c'est non, je vous le dis tout de suite. Donc il y a un enjeu, vraiment de comment on construit une marque héritage et c'est ce qu'on viendra voir aussi, sur le webinaire de juin. Bonjour Valérie, je suis ravie de vous voir et merci pour votre retour. Donc merci à tous pour votre participation, pour vos retours dans le chat et on se dit à bientôt. Je serai ravie d'échanger avec chacun d'entre vous. À très vite et merci.